Donc le concept de populisme de droite, et le concept même de populisme en fait en général, est utilisé dans la presse bourgeoise pour qualifier des politiciens et des mouvements anti-système, en ce qui concerne le populisme en général de droite comme de gauche, par opposition à ce qui serait le centrisme, ou soi-disant parti de gouvernement, au parti en réalité de l'establishment. Populiste, littéralement, ça veut dire démagogue, c'est un synonyme de démagogue, c'est celui qui en appelle au peuple. Et notre internationale, elle reprend, faute de mieux, le terme de populisme de droite, pour qualifier un type particulier de démagogue bourgeois réactionnaire, classé à l'extrême droite sur le spectre politique, et qui connaissent un succès particulier depuis la crise de 2008. Des gens comme Marine Le Pen en France, comme Donald Trump aux États-Unis, comme Nigel Farage en Grande-Bretagne, comme Milei en Argentine, l'AfD en Allemagne, Meloni en Italie. Donc évidemment, c'est un concept qui est imparfait. Il y a notamment d'importantes différences entre Milei en Argentine, qui veut détruire l'État-providence à coups de tronçonneuse, et Marine Le Pen qui prétend renforcer les services publics en France. Il y a aussi des différences importantes entre Giorgia Meloni en Italie, qui se revendique fièrement de la droite, et même de l'extrême droite, et Nigel Farage qui se dit ni de gauche ni de droite dans sa propagande publique. Pareil pour Le Pen, elle insiste sur le fait qu'elle n'est ni de gauche ni de droite, qu'elle est contre l'union des droites, et ce genre de choses. Mais c'est important malgré tout d'avoir des outils conceptuels pour comprendre ce qu'il y a de commun à ces phénomènes politiques malgré leur diversité, et au-delà de leurs différences. D'autant que la plupart des intellectuels de gauche, ils ne s'embêtent pas de la nuance et de la précision de leur concept ou de leur caractère scientifique, puisqu'ils les mettent tous dans le même panier avec plein d'autres phénomènes politiques qui en sont pourtant très différents. Un même panier fasciste, fascisant, néofasciste, urfasciste, ou à la limite bonapartiste, comme le fait Révolution Permanente. Ils font ça par analogie avec les phénomènes réactionnaires qu'on a pu observer dans les années 1920-1930, qui ont suivi la vague de révolutions manquées en Europe à la suite de la Première Guerre mondiale et puis de la crise de 1929. Et nous, on explique souvent qu'il n'y a pas de menace d'établissement de régime fasciste dans les pays capitalistes avancés à ce stade, parce que le rapport de force entre les classes ne le permet pas. Parce que d'une part, le poids social de la classe ouvrière par rapport aux classes moyennes, et d'autre part, l'absence de défaites révolutionnaires majeures pour paralyser ou pour démoraliser la classe ouvrière, ça rend impossible en fait de mobiliser un mouvement de masse de la petite bourgeoisie pour détruire l'ensemble des conquêtes de la classe ouvrière et de ses organisations et d'établir un régime totalitaire. Et que c'est ça qui constitue l'essence du fascisme d'un point de vue marxiste. On explique aussi qu'il ne peut pas y avoir de régime bonapartiste, c'est-à-dire de dictature militaro-policière, là où la classe ouvrière n'a pas été vaincue de façon décisive, là où elle n'a pas été paralysée par de graves défaites. Et que donc, dans le contexte actuel, qui est un contexte de réveil de la lutte des classes, cette menace n'est pas encore tangible, pas de façon significative. On en a eu la preuve, notamment, avec l'échec de la tentative de coup d'État en Corée du Sud l'an dernier, où il a suffi que le principal syndicat du pays appelle à la grève générale pour dissuader la classe dirigeante de soutenir l'établissement d'un régime bonapartiste par le président, parce que c'était bien ce qu'il comptait faire. Mais pour autant, l'impossibilité à ce stade d'imposer des régimes fascistes ou bonapartistes pour écraser physiquement la classe ouvrière, ça n'épuise pas la question de la réaction bourgeoise. On sait que la répression de la classe ouvrière, elle s'exerce même dans la plus démocratique des démocraties bourgeoises. C'est la base même de la position marxiste sur l'État. Et on sait que la classe dirigeante, elle a toutes sortes d'outils pour maintenir sa dictature dans le cadre d'une démocratie, avec des droits formels, avec des élections, avec un mouvement ouvrier organisé, etc. Dans ces conditions-là, la classe dirigeante peut tout de même réprimer le mouvement ouvrier. Et il est vrai que la situation actuelle, elle ressemble par certains aspects à la situation des années 20 ou des années 30. Le parallèle est possible sur certains aspects. Il y a effectivement une grave crise du capitalisme, il y a des convulsions sociales importantes, il y a un rejet croissant du régime dans les masses, qui sont autant de phénomènes similaires à ce qu'il y avait il y a 100 ans. Sauf que les 100 ans qui se sont écoulés depuis ont changé beaucoup de choses dans la société, notamment avec le développement massif des forces productives pendant la période qu'on appelait les 30 Glorieuses, qui a puissamment renforcé le poids social de la classe ouvrière. Et donc, dans ce contexte qui est différent, la réaction bourgeoise, elle prend des formes différentes, des formes nouvelles aussi. Et elle prend notamment la forme du populisme de droite, un phénomène qu'on doit étudier véritablement comme un phénomène nouveau, comme un phénomène actuel, contemporain, en commençant par analyser le contexte de son émergence. Donc le contexte de l'émergence du phénomène populiste de droite, en règle générale, c'est la crise de la démocratie bourgeoise. La démocratie, c'était et c'est encore le régime dominant dans les pays capitalistes développés depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour des raisons assez simples, qui sont que c'est le régime le plus stable, le régime que préfère la bourgeoisie, parce que c'est celui qui garantit le moins d'agitation sociale a priori. Les piliers de la stabilité d'une démocratie bourgeoise, c'est la croissance économique, c'est les concessions économiques et politiques que cette croissance permet en fait d'offrir à la classe ouvrière, cette idée que finalement tout le monde peut en profiter un petit peu, jeter des miettes aux travailleurs
pour qu'ils ne se révoltent pas. Et c'est un semblant d'alternance politique, avec des canaux d'expression de mécontentement, finalement, qui permettent, pareil, de faire redescendre la pression. C'est donc des régimes qui s'appuient, par nature, lourdement, sur l'existence d'organisations réformistes de la classe ouvrière. Elles ont besoin d'avoir ces organisations pour canaliser et pour décevoir les espoirs des travailleurs. C'est ça les piliers de la démocratie bourgeoise. Et le truc, c'est que la crise du capitalisme, après la lune de miel qui a été connue pendant les 30 Glorieuses, et en particulier la crise organique qui se développe depuis 2008, ça a entraîné une crise de la démocratie. On l'a vu notamment avec l'effondrement des partis de ce qu'on appelait le centre, les partis de l'establishment. On le voit aussi avec une défiance à l'égard des institutions. C'est un point sur lequel on insiste souvent dans nos perspectives mondiales comme françaises. C'est quelque chose qui a frappé brutalement les partis qui étaient historiquement reconnus comme la gauche, qui était l'opposition contrôlée du coup de la bourgeoisie. Ça a frappé les partis réformistes sociodémocrates, qui étaient installés comme étant les partis socialistes, le Parti socialiste en France, le PASOK en Grèce, qui en était un exemple assez frappant, les travaillistes en Grande-Bretagne aussi. Et ça a frappé aussi d'autres partis qu'on incluait dans la gauche, parce qu'ils étaient relativement à gauche par rapport à d'autres, qui étaient en fait des partis de l'aile gauche de la bourgeoisie, qui se sont longtemps présentés comme des amis des travailleurs, comme ceux qui allaient être liés aux bureaucraties syndicales, etc. C'est le cas notamment des partis démocrates, que ce soit en Italie ou aux États-Unis. Ces partis sont de plus en plus haïs, parce qu'ils ont suscité des espoirs dans la classe ouvrière et qu'ils les ont trahis. Et ils ont abandonné progressivement les timides éléments de rhétorique contestataire qu'ils utilisaient pour se donner l'impression d'être une alternance, la rhétorique pro-travailleur, etc. Désormais, ils défendent de façon plus ouverte l'ordre établi. Et de fait, ils l'ont fait au pouvoir aussi, surtout en période de crise. Et donc aujourd'hui, leur ligne politique consiste, pour l'essentiel, même si ça peut avoir des variations, on le voit avec le PS qui de temps en temps rejoue à faire l'opposition, mais globalement, leur ligne politique consiste à prétendre que tout va bien, ou en tout cas, que ça pourrait être pire. Et que ça pourrait être vraiment pire, et donc il faut sauvegarder encore ce qui existe. Et ils vont notamment pour ça se servir des politiques identitaires, pour se donner une image progressiste, tout en ne changeant rien à la situation des travailleurs. C'est d'ailleurs un autre moyen de défendre l'ordre établi, c'est-à-dire que si jamais les travailleurs râlent trop, ils vont les accuser d'être privilégiés quand ils se plaignent. Parce qu'après tout, ils ont peut-être des conditions difficiles, mais c'est difficile pour tout le monde, et c'est encore plus difficile pour telle ou telle couche opprimée. Donc les travailleurs, si jamais ils sont blancs, si jamais c'est des hommes, si jamais ils vivent dans des pays riches, il y a toujours quelque chose qui va justifier le fait que leur situation pourrait être pire, et donc qu'ils ont intérêt à la fermer, qu'ils ont intérêt à ne pas exprimer leurs revendications, ou pas trop durement. Ça a été tout l'enjeu de la campagne de Kamala Harris, lors des dernières élections américaines, qui était une sorte d'opération de gaslighting à grande échelle, où elle expliquait à la fois aux gens que tout allait mieux, que sous Biden les choses allaient plutôt bien, que c'était pas si mal, que l'Amérique était déjà grande, qu'il n'y avait pas besoin de lui rendre sa grandeur, et que par ailleurs, ceux qui râlaient un peu trop, ils râlaient un peu trop parce qu'ils étaient privilégiés, et qu'ils s'imaginaient pas ce que ça faisait que de vivre sous le régime de Trump, etc., et que donc ils avaient intérêt à suivre leur candidate naturelle qui était Kamala Harris. Bref. Cette rhétorique-là marche peu, de fait, et de moins en moins. Ces politiciens-là sont discrédités, ils enchaînent les défaites, les reculs à l'échelle internationale. Je pense que j'ai pas besoin de revenir plus en avant là-dessus. Et donc la déception des électeurs historiques de la gauche, parce qu'il y avait plein de gens qui croyaient en ces gens, ça a nourri l'abstention. Il y a beaucoup de gens qui ont juste arrêté de voter. Quand je dis beaucoup, en France, c'est 13 millions de gens qui ne votent plus. C'est un phénomène politique majeur. De fait, en France, c'est la première force politique, si on compte sur le plan électoral, l'abstention. Mais il y a eu d'autres phénomènes qui ont découlé de l'effondrement des partis du centre, et notamment des partis du centre-gauche. C'est ce phénomène que les bourgeois ont appelé le populisme de gauche, en particulier à partir des années 2010. Ce que nous, on qualifie plutôt de réformisme de gauche, c'est plus scientifique, plus précis, ou d'aile gauche du réformisme, par opposition à l'aile droite qui est constituée du coup par le PS, par le PASOK, etc. C'est des partis et des personnalités qui ont gagné en popularité en se constituant, en se présentant comme l'alternative à la vieille gauche, pour reprendre une opposition de Jean-Luc Mélenchon. Des partis comme Syriza, comme Podemos, qui ont eu énormément de succès dans les années 2010, ou des personnalités comme Jeremy Corbyn, qui fait son retour en ce moment, ou Bernie Sanders, ou Alexandria Ocasio-Cortez, etc. Et donc on a eu ça, qui a eu du succès, puis il y a aussi eu des mobilisations extra-parlementaires. On a eu depuis la crise de 2008 le mouvement des indignés, le mouvement Occupy Wall Street, on a eu Nuit debout, les Gilets jaunes, Black Lives Matter, la mobilisation pour les retraites en France. Plus récemment, on a eu le mouvement Bloquons tout en France, mais aussi sa version internationale avec Bloquons tout pour la Palestine en Italie, en Espagne, etc. Sans parler même des révolutions de la génération Z, etc. De fait, on a eu une agitation sociale extra-parlementaire qui a été extrêmement importante et qui découle aussi de l'effondrement du centre et des institutions. Et donc, il y a une nette radicalisation à gauche d'un secteur de la classe ouvrière et de la jeunesse qui comprend que le système tout entier pose problème et qu'il faut le transformer en profondeur. Et ça, ça paraît assez intuitif pour quelqu'un qui a une conception basique du marxisme. Le fait que la crise pousse progressivement les gens sur la voie de la révolution.
C'est le processus moléculaire de la révolution, ce dont on parle, etc. La radicalisation est en cours et assez naturellement, elle s'exprime sur la gauche, là où elle trouve un véhicule. Ce qui est moins intuitif, et qui est pourtant tout aussi vrai, c'est qu'en parallèle de ça, on a eu l'essor du populisme de droite. Et un essor qui a pu être, et qui est aujourd'hui, dans la plupart des pays, plus important que celui du réformisme de gauche sur le plan électoral. Et j'insiste sur le mot électoral, parce que c'est un phénomène qui est avant tout un phénomène électoral. À mesure que la crise s'aggrave, on a de larges secteurs de la classe ouvrière qui se mettent à voter pour des partis d'extrême droite. Des partis d'extrême droite qui existaient précédemment, souvent, mais qui avaient essentiellement jusque-là un électorat petit bourgeois. Et ça, ce phénomène-là, le fait que de larges secteurs de la classe ouvrière se mettent à voter pour l'extrême droite, ça effraie beaucoup de travailleurs, beaucoup de jeunes et beaucoup de militants de gauche qui s'imaginent qu'on est en train de rentrer dans une période de réaction et que la prochaine étape après ça, c'est le fascisme. Notre position, au contraire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un virage à droite de la société, mais qu'il s'agit d'un des deux pôles de la polarisation politique. Pour avoir une polarisation, il faut que vous ayez deux pôles. C'est un résultat de l'effondrement du centre. Il ne s'agit pas de le comprendre comme un recul de la conscience de classe dans ces couches de la classe ouvrière. C'est pas pire de voter pour Marine Le Pen que de voter pour Chirac ou pour Sarkozy. C'est pas pire de voter pour Trump que de voter pour Clinton ou pour Bush. De fait, ça n'est pas un recul de la conscience de classe, c'est l'expression d'une colère accumulée. C'est une expression déformée, et même une expression monstrueusement déformée, de la radicalisation politique qui est à l'œuvre. On ne peut pas comprendre le phénomène de l'essor du populisme de droite si on ne tient pas compte en fait de ce phénomène fondamental qu'est l'effondrement du centre, l'effondrement des partis traditionnels de la bourgeoisie. Cette idée en fait qui s'est installée dans la conscience d'énormément de travailleurs que c'est tous les mêmes, que c'est un système et qu'il faut rejeter ce système. Ce que Marine Le Pen a eu la bonne idée d'appeler l'UMPS, à l'époque c'était l'UMP et le PS, les deux partis de la classe dirigeante en France, l'idée que c'était finalement un seul parti de la classe dirigeante avec ses deux ailes. Et donc ce phénomène de rejet de l'establishment, de rejet des partis de la classe dirigeante, ça constitue un progrès de la conscience de classe. Ça constitue un élément de radicalisation. Et dans un premier temps, après 2008, la recherche d'une option anti-système, elle a en partie été trouvée dans le réformisme de gauche, de façon assez organique, de façon assez naturelle. En 2015, c'était une grande année pour les réformistes de gauche. Vous avez Syriza qui prend le pouvoir en Grèce, vous avez Corbyn qui prend la tête du Parti travailliste un peu par surprise en Grande-Bretagne, vous avez Podemos qui gagne la mairie de Barcelone et qui à ce moment-là semble se rapprocher du pouvoir, grandit de succès en succès électoraux. Entre 2012 et 2017, en ce qui concerne la France, après le mandat de Hollande, Mélenchon, entre ces deux élections, il a gagné plus de 3 millions de voix. Il est passé de 4 millions à 7 millions d'électeurs, là où Le Pen n'en a gagné que 1,5 million à peine, en passant de 6,4 à 7,7. La dynamique était du côté de Mélenchon, était du côté de la gauche, du réformisme de gauche. Le problème, et ça c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup expliqué, c'est qu'à la première pression, la plupart des réformistes de gauche ont lâché l'affaire. Ils se sont ralliés aux réformistes de droite et ce faisant à la classe dirigeante. Sanders, il s'est rallié à Clinton en 2016, puis à Biden en 2020, c'est-à-dire qu'il a soutenu les pro-capitalistes, les pro-génocidaires, etc. Corbyn, il a cédé sous la pression de la droite du Parti travailliste, et donc il a fini par en être exclu. Tsipras, une fois au pouvoir, après avoir annoncé qu'il romprait avec l'austérité, il a appliqué l'austérité, il a appliqué les exigences de la Troïka. Podemos s'est allié au Parti socialiste espagnol, au gouvernement, et ils ont pareil opéré une modération assez importante. Alors Mélenchon n'est pas allé aussi loin, et de ce point de vue, c'est une exception à l'échelle internationale. C'est un élément spécifique qui fait la spécificité des perspectives françaises. Le fait que Mélenchon n'a pas trahi de façon aussi flagrante que ça a été le cas pour d'autres réformistes de gauche de sa trempe et de cette période. Mais il a quand même commis deux graves erreurs dans ce sens, des erreurs qui sont liées entre elles d'ailleurs, à savoir l'union de la gauche avec la soi-disant vieille gauche, dont il parlait précédemment, le PS, le PC, les Verts, qui étaient pourtant discrédités dans de larges secteurs de la classe ouvrière, et puis le Front républicain avec les macronistes au second tour des élections. Ces alliances ont rattaché Mélenchon au système, et elles font le jeu de Marine Le Pen, qui peut se présenter comme la première opposante à Macron, comme l'ennemi numéro 1 du système. Et donc en fait, l'essor de Le Pen, il est inversement proportionnel à la dynamique de Mélenchon. C'est une course entre les deux, à qui profitera le mieux de l'effondrement du centre, qui saura convaincre les travailleurs mécontents que c'est lui la solution, l'alternative pour changer les choses, et qu'il est déterminé à rompre véritablement avec le système, qui ne cédera pas à la première pression. Et là où les réformistes de gauche ont carrément capitulé, je disais dans pas mal de pays, ça laisse le champ libre aux populistes de droite. Ils pourraient dire n'importe quoi, et de fait ils disent n'importe quoi. Cette couche de travailleurs qui s'est orientée vers eux en se disant qu'elle pourrait mettre un coup de pied dans le système, elle voterait quand même pour eux, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent. En Grande-Bretagne, le vide qui avait été laissé à gauche par les bêtises de Corbyn dans la période précédente, il a permis à un militant d'extrême droite comme Tommy Robinson d'organiser une manif de 100 000 personnes contre le gouvernement de Starmer,
qui a été un événement très laid, un événement qui a été ponctué de slogans racistes, etc., dans les rues de Londres, et qui en réalité aurait pu être balayé, littéralement et très facilement, si les dirigeants de gauche avaient appelé à une contre-manifestation sur des mots d'ordre offensifs. Rien que simplement en mobilisant les 800 000 sympathisants de Corbyn qui sont exprimés quand il a dit au mois de juillet qu'il voulait fonder un nouveau parti, il y aurait eu moyen en fait d'écraser dans l'œuf, d'étouffer dans l'œuf cette manifestation d'extrême droite, de l'empêcher de se tenir. Et la leçon en fait, générale qu'on peut en tirer sur les 15 dernières années, c'est que les reniements successifs des réformistes de gauche favorisent l'essor du populisme de droite. Autrement dit, la démagogie anti-système des populistes de droite n'a de prise qu'en raison du vide à gauche. Ça vient combler l'absence d'une alternative radicale, là où elle devrait s'exprimer naturellement. Et donc, la responsabilité principale de l'essor des populistes de droite, elle incombe en premier lieu aux réformistes. Et c'est ce qu'on doit marteler. Le succès des populistes de droite, donc, il part d'une contradiction entre la radicalisation croissante dans la société et la perte de confiance dans la gauche officielle. C'est une expression déformée du sentiment anti-système. Et là-dedans, ce qu'on a appelé la diabolisation des partis d'extrême droite, ça a joué un grand rôle. Pendant des années, depuis qu'il existe, de fait, le parti des Le Pen a été agité comme le plus grand danger, comme l'ennemi du système, comme l'ennemi public numéro 1. Vous aviez des couvertures et couvertures de magazines qui expliquaient que Le Pen c'était le danger, c'était le fascisme, etc. Et ça, en fait, ça a joué un rôle dans la propagande de la classe dirigeante. C'était utile pour tenir en laisse les aspirations des électeurs de gauche. Pour leur dire, bon, ok, vous espérez la justice sociale, vous espérez ceci, cela, des droits pour les travailleurs, etc. Mais là, il y a un très très grand danger, donc on doit faire bloc, on doit faire front, n'en demandez pas trop. Si vous en demandez trop, vous ouvrez la voie finalement au fascisme. Donc oui, vous voulez voter pour la gauche, faites-le au premier tour, mais au deuxième tour, il faut voter pour le moindre mal. Il faut voter pour la droite gentille contre la droite méchante. Et évitons les aventures. Évitez de trop vous aventurer, à trop revendiquer, c'est pas le moment, il y a un risque de fascisme, etc. Ça a été un élément très utile pour la stabilité, en fait, même du régime. Ça a été le cas en France, ça a été le cas dans beaucoup de pays. Mais c'est un truc qui se fissure aussi de plus en plus, parce que les gens commencent à avoir clair là-dedans. Et surtout, ça a eu un effet de retour de bâton. Si jamais le système nous explique en permanence que l'ennemi, c'est Le Pen, si jamais on est l'ennemi du système, on va voter pour Le Pen. Ceux qui détestent le système se tournent vers son ennemi, celui qui désigne comme l'ennemi public numéro 1, avec cette idée qu'on n'a pas essayé. Et puisque tout le monde nous en dissuade, eh bien, essayons. Et cette idée-là, en fait, elle est renforcée par les appels au front républicain, par les appels à voter pour le moindre mal, etc. Ça a été très très clair dans le cas de Giorgia Meloni, quand elle est parvenue au pouvoir, maintenant il y a 3 ans, en Italie. Meloni, en 2018, aux élections de 2018, son parti, qui était un des partis d'extrême droite existants en Italie, faisait 1,4 million de voix aux élections. C'est beaucoup, mais c'était pas le premier parti du pays, assez loin de là. Puis à la suite des élections de 2018, vous avez eu 3 gouvernements austéritaires successifs, dont le dernier incluait tous les partis au Parlement, sauf celui de Meloni. Résultat, en 2023, Meloni passe de 1,4 à 7,3 millions de voix, en l'espace de 4 ans. Simplement parce qu'elle n'était pas au gouvernement, qu'elle était la seule opposition au gouvernement multipartite de Mario Draghi. Donc des fois, il suffit juste d'être dans l'opposition et de dénoncer le système. Pareil, Javier Milei en Argentine, il n'avait rien de très séduisant à proposer. Ce qu'il propose, globalement, c'est du sang et des larmes pour la classe ouvrière. Sauf qu'il s'est présenté en mode anticorruption, contre la caste qui vous a exploité pendant des décennies, etc. Et après des décennies de gouvernements qui se disaient de gauche, mais qui étaient à la botte du FMI. Et donc c'est ça, en fait, qui a fait son succès. Donc il va sans dire que ces gens sont des politiciens réactionnaires, et qu'au pouvoir, ils défendent les intérêts de la classe dirigeante, de la bourgeoisie, même s'ils ne font pas partie de l'establishment installé. De fait, ils veulent installer un nouvel establishment, en un sens, ils ont leur propre clique dirigeante. Mais c'est justement à cause de cette opposition apparente entre ces aventuriers populistes de droite et l'establishment officiel, c'est à cause de cette opposition apparente qu'ils peuvent se donner une image de renouveau, une image qui est renforcée par les différentes tentatives de barrages, de fronts républicains, de cordons sanitaires, etc., pour les empêcher de parvenir au pouvoir. S'y ajoute souvent une démagogie sociale qui est plus ou moins poussée. Alors je disais là-dessus, voilà, ça dépend aussi de populiste de droite à populiste de droite. Mais c'est un truc qu'on retrouve quand même assez régulièrement. Par exemple, Nigel Farage, il se pose aujourd'hui, comme François Hollande, en ennemi de la finance. Et mon ennemi, c'est la finance, on va attaquer les banques, etc. C'est eux qui sucent le sang des travailleurs britanniques. Il se pose comme l'ennemi de la finance et puis il parle de quelques nationalisations par-ci par-là. Alors maintenant qu'il est en train de se rapprocher du pouvoir et qu'il est quasiment certain d'avoir la majorité au Parlement, il commence déjà à faire des retours là-dessus. C'était la même chose qu'on avait vu avec Bardella à l'approche des législatives de 2024. Mais il n'empêche, il propose des éléments de démagogie sociale, il parle des travailleurs, de la classe ouvrière, etc. C'est pareil pour Donald Trump. Trump, il a reconnu, même ouvertement, qu'il s'était inspiré de la campagne de Bernie Sanders. De Sanders qui parlait de révolution contre les milliardaires, etc.
il a vu que ça marchait, il a vu que ça avait du succès, donc il en a repris certains éléments de rhétorique. C'est lui d'ailleurs, c'est Donald Trump qui a été le premier à réintroduire le terme de working class aux États-Unis. Avant, tout le monde parlait de classe moyenne, éventuellement des travailleurs pauvres, etc. Mais la classe ouvrière véritablement, c'est Trump qui l'a remise sur le devant de la scène dans la politique américaine. C'est assez notable. Et son slogan, Make America Great Again, c'est la promesse en fait de revenir à l'abondance des 30 glorieuses, à un moment où on pouvait travailler et vivre de son travail. C'est l'idée de revenir à l'équilibre social de l'après-guerre, où on avait moyen de vivre sa vie un peu moins péniblement que c'est le cas aujourd'hui, et surtout on avait des perspectives d'avenir, de développement. On voit que ça n'a pas grand-chose à voir avec le fascisme. Ce qui a fait le succès de Trump, ça a aussi été son opposition aux guerres impopulaires, son opposition à la guerre en Ukraine, l'idée qu'il allait y mettre fin en 24 heures, son opposition à la guerre en Palestine, où il disait on va essayer de trouver un arrangement sur place, etc. Et on sait qu'il ne l'a pas fait depuis, mais ça a fait partie de son succès pendant sa campagne. Et l'opposition à la guerre en Ukraine, c'est aussi ce qui fait le succès de l'AfD en Allemagne. Ils sont le seul parti à s'exprimer clairement contre l'envoi d'armes en Ukraine, contre les privations qui sont imposées aux travailleurs allemands pour les intérêts impérialistes des États-Unis, de l'Allemagne, etc., des puissances occidentales. Et un pays où la crise de l'énergie est particulièrement ressentie et de fait a un impact assez terrible, notamment sur l'industrie nationale. Donc l'AfD, ils disent on est contre la guerre en Ukraine, et rien que ça leur fait gagner le soutien d'une bonne partie de la classe ouvrière. En France, dans le programme de Marine Le Pen, vous avez la retraite à 60 ans, la baisse de la TVA sur l'énergie, la nationalisation des autoroutes, la construction de logements sociaux, l'indexation des retraites sur l'inflation, le référendum d'initiative citoyenne qui avait été réclamé par les Gilets jaunes, des augmentations de salaire pour les soignants et pour les enseignants, un impôt sur la fortune financière pour taxer la spéculation, c'est déjà pas mal. Et c'est des éléments, beaucoup de travailleurs se disent ça pourrait améliorer en fait concrètement mes conditions d'existence. C'est même des choses que j'ai pu revendiquer dans le cadre de telles grèves, dans le cadre des Gilets jaunes, etc. C'est ce qui fait aussi, en partie, que le programme du RN peut attirer. Ça, voilà pour la démagogie sociale, et on ne peut pas la négliger. La démagogie sociale du RN, on ne peut pas négliger son impact sur les couches de la classe ouvrière qui se tournent vers ce parti, même si on sait que rien de tout ça ne sera mis en œuvre. Mais le cœur du programme du RN, il n'empêche, et même la première mesure qu'ils mettent en avant sur leur site, c'est leur démagogie raciste contre les immigrés. Et de fait, quand on discute avec des gens de gauche, quand on leur explique que le vote RN, c'est avant tout le résultat d'un rejet du système, ce qu'il faut faire, beaucoup de gens nous répondent que non. Que les électeurs du RN sont racistes, et que leur vote est d'abord motivé par leurs préjugés contre les immigrés, contre les musulmans, etc. En 2012, Jean-Luc Mélenchon, il disait qu'il fallait conquérir les électeurs ouvriers du RN, ceux qui étaient, je cite, c'était une expression de lui à la base, fâchés mais pas fachos. En 2024, il est revenu là-dessus, en disant qu'ils étaient tous racistes, tous irrécupérables, et qu'il fallait se contenter de gagner les abstentionnistes, que les électeurs du RN c'était foutu. Ça veut dire donc, c'était au lendemain des législatives, où le RN avait fait 10 millions de voix, ça veut dire que 10 millions de travailleurs étaient irrécupérables. En tout cas, 10 millions de personnes, dont pas mal de travailleurs, étaient irrécupérables, qu'on ne pouvait plus rien en faire. C'est un constat d'un pessimisme total. Et de fait, les journaux bourgeois commandent régulièrement des sondages pour nous démontrer, soi-disant, que le vote RN n'est plus un vote contestataire, mais que c'est désormais un vote d'adhésion. Que les gens ne votent pas pour le RN pour ses promesses sociales ou pour dégager Macron, mais d'abord pour stopper l'immigration, parce qu'ils sont racistes et que c'est la principale chose à leurs yeux. Ils nous démontrent triomphants que l'immigration, l'islamisme, l'insécurité, etc., seraient les premières préoccupations des Français, ce qui les intéresserait le plus, ce qui motiverait le plus leur vote aux élections. Il y a beaucoup de gens à gauche qui prennent ça au mot. Pour de simples militants et même pour de simples sympathisants de la gauche, ça paraît logique. C'est le pain quotidien, c'est ce que nous répètent les médias à longueur de journée. Mais le problème, c'est qu'on a aussi des théoriciens en vue de la gauche, soi-disant, qui nous expliquent la même chose. Vous avez des intellectuels soi-disant d'extrême gauche comme Hugo Paletta, qui est d'ailleurs invité dans Les Armes de la Critique, la revue théorique de Révolution Permanente, qui en fait un symptôme de la soi-disant fascisation de la société. Et vous avez toutes sortes de dirigeants réformistes qui se défaussent de leurs responsabilités dans leur défaite, en expliquant non mais c'est pas de leur faute, c'est pas que eux sont des mauvais dirigeants de gauche, c'est que les gens ne sont plus de gauche, la population se droitise, et donc en somme c'est pas leur faute s'ils perdent, vous comprenez. Et donc cette idée, elle s'articule d'ailleurs dans les milieux intersectionnels avec la théorie des privilèges, avec l'idée que les ouvriers blancs seraient racistes parce qu'ils profiteraient matériellement de l'oppression des immigrés, et que donc ils voteraient à l'extrême droite pour défendre leurs intérêts de race. Ce qui les rendrait effectivement irrécupérables, à moins de les convaincre de renoncer à défendre leurs propres intérêts, à coup de bons sentiments, c'est ce qu'essaie de faire Jean-Luc Mélenchon, qui leur fait des déclarations sur les droits de l'homme, sur les lumières, etc. Mais en fait, cette analyse, dans le fond, elle est profondément réactionnaire, et elle reflète le point de vue de classe de la petite bourgeoisie intellectuelle, soi-disant de gauche, qui dans le fond prend de haut la classe ouvrière, et s'inquiète de ces convulsions politiques qui semblent apparemment irrationnelles. On a tout un courant de gens qui nous expliquent que les gens votent RN parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils sont illettrés,
parce qu'ils sont arriérés dans leur campagne, dans leur banlieue pavillonnaire, etc. Ces gens souvent se plaisent à souligner le succès du RN parmi les non-diplômés. Parfois même, ils vont utiliser contre Jordan Bardella le fait qu'il a raté ses études, qu'il s'est arrêté en plein milieu, pour nous montrer, regardez, les gens du RN sont bêtes profondément. Ben ça porte un nom, c'est du mépris de classe. S'il faut un doctorat en études de genre pour pouvoir transformer la société, autant dire que la classe ouvrière en est incapable. Et c'est justement ce qui caractérise cette gauche, soi-disant, dominée par les idées de la petite bourgeoisie, c'est qu'elle n'a aucune confiance dans la capacité de la classe ouvrière à transformer la société. Et donc, puisqu'elle se prive de cette force-là, puisqu'elle se prive de la possibilité de lancer la classe ouvrière à l'assaut du pouvoir, eh ben elle tombe dans l'impuissance et dans la prostration. Il ne lui reste qu'à observer l'inexorable montée du fascisme et à disserter dessus de 40 000 façons. C'est un trait qui est propre à la fois au réformisme et à l'ultra-gauchisme, parce que ce sont deux courants qui viennent des idées de la petite bourgeoisie. Et c'est ce qui explique qu'on retrouve ces préjugés aussi bien chez les Verts, qu'à la France Insoumise, qu'au NPA, qu'à Révolution Permanente, pour ne citer que 4 organisations. Et parmi ces préjugés, ces divers préjugés touchant à la classe ouvrière et à son vote pour le RN, un des plus tenaces, c'est l'idée que le racisme, ce serait une affaire de pauvres mal éduqués, qui ne concernerait pas, ou alors qui concernerait de façon résiduelle, la classe moyenne éduquée, déconstruite, woke, etc., qui vit dans les grandes villes et qui vote bien. En réalité, pour comprendre le racisme des électeurs du RN, il faut comprendre le racisme en général. Et le racisme en général, ça n'est pas propre à la classe ouvrière, ça n'est pas propre au manque d'instruction, à la bêtise, soi-disant, de la classe ouvrière. Au contraire, c'est une idéologie bourgeoise. Alors attention, une idéologie bourgeoise, ça ne veut pas dire que tous les bourgeois sont racistes et qu'aucun ouvrier n'est raciste. C'est pas ça que ça implique. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une idéologie qui est diffusée par la bourgeoisie pour diviser la classe ouvrière. Et par la bourgeoisie dans son ensemble. C'est pas juste CNews, c'est pas juste Hanouna, c'est pas juste Le Pen, c'est pas juste Zemmour et à la limite Retailleau. C'est un pilier du système capitaliste dans son ensemble. Les préjugés racistes, islamophobes, anti-immigrés, ils sont relayés tout aussi bien par ces médias d'extrême droite, nominalement, que par Le Monde, par Libération, par Quotidien, par France 2, de façon plus insidieuse, de façon plus hypocrite, mais ils sont diffusés quand même. Et ça a d'autant plus de puissance, en fait, cette propagande raciste, quand elle est répandue par des gens qui paraissent neutres, centristes, voire de gauche, ou de centre-gauche. Sauf que l'agitation raciste de Gabriel Attal, qui est soi-disant de centre-gauche, sur la question de l'abaya, ça n'a rien à envier au RN. Les lois immigration des macronistes, pareil. En 2018, Olivier Faure, du Parti Socialiste, il déclarait que dans certains quartiers, les Blancs subissent, je cite, une colonisation à l'envers. Quand vous dites ça, forcément, ça rentre dans la tête de tous les travailleurs. Si c'est quelqu'un de gauche avec un parti qui a une rose au poing là, qui le dit, ça s'enfonce aussi d'autant plus profondément en fait, dans les mentalités. Cette année, vous aviez Fabien Roussel, du Parti communiste français, soi-disant, qui réclamait l'interdiction du voile pour les sportives musulmanes. En fait, à côté du racisme à la Pascal Praud ou à la Cyril Hanouna, vous avez le racisme à la Yann Barthès, à la Léa Salamé, qui est plus insidieux, qui est tout aussi efficace. Et depuis le début du génocide en Palestine, tous les médias bourgeois, y compris les médias soi-disant de gauche, sont à fond dans l'amalgame Palestine, islam, LFI, islamisme, antisémitisme. Ça, pareil, ça nourrit le climat raciste. Les préjugés racistes qui sont diffusés nuit et jour, ils entrent dans toutes les têtes, dans tous les électorats. Et en vrai, même parmi les électeurs de l'AFI, il y en a un bon nombre qui ont des préjugés racistes en tête. Toute la bourgeoisie dit qu'il y a un problème avec l'immigration et avec l'islam. Tous les partis bourgeois le disent, et même les réformistes de droite le disent. Et tous ces gens font des propositions pour lutter contre l'immigration, pour lutter contre le communautarisme, etc. Et donc si tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un problème avec l'islam, qu'il y a un problème avec les immigrés, etc., les gens ont raison, en un sens, de vouloir régler le problème. Et là-dedans, le RN, c'est juste les gens qui proposent la solution la plus cohérente à ce problème. C'est les plus conséquents. Mais dans le fond, leur programme n'est pas différent de façon qualitative de celui des autres partis. D'ailleurs, Darmanin, dans un débat à la télé, disait à Le Pen qu'elle était trop molle sur l'immigration. Parce que le racisme du RN aujourd'hui, ce n'est plus le racialisme qu'il y avait à l'époque de Jean-Marie Le Pen sur une espèce de hiérarchie des races en valeurs, etc. En vrai, ça n'est que le développement de l'expression lamentable, mais de l'expression du réformiste Michel Rocard, du Parti Socialiste, qui déclarait « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. La préférence nationale, la restriction de l'immigration en matière d'emploi, la restriction de l'immigration, la préférence nationale en matière d'emploi, de logement, etc., ça coule de source en fait d'une telle formule. Et ça, c'est partagé par l'intégralité finalement des idéologues de la bourgeoisie. Donc est-ce que ça veut dire, puisque le racisme est partout et diffusé partout par la classe dirigeante, qu'on doit excuser le racisme des électeurs du RN, puisqu'a priori tout le monde est raciste, donc c'est pas si grave qu'on doit s'y adapter. Ah non, absolument pas. On doit combiner une opposition intransigeante au racisme, qui est un outil de la classe dirigeante, avec une compréhension du phénomène du populisme de droite, et notamment du racisme qu'il compose. Ce racisme, il est utilisé comme un élément consolateur.
C'est l'idée qu'en gros, moi je suis opprimé, ok, je suis exploité en tant que travailleur, mais je suis toujours moins mal loti que mon voisin. Et donc ça me console. Et finalement, voilà, ça a ce caractère consolateur qui fait du bien de se dire que on n'est pas si mal loti, qu'on n'est pas tant exploité que ça. Ça permet d'avoir l'impression qu'on profite d'une façon ou d'une autre de ce système. Et ceux qui trouvent injuste de devoir travailler autant, ils sont poussés du coup par cette propagande à se tourner contre ceux qui vont bénéficier d'aide sociale, contre le fait qu'on accueille des immigrés alors que les Français dorment dans la rue, etc. En fait, c'est une division, une concurrence qui découle en premier lieu de la pénurie artificielle que le capitalisme inflige à la classe ouvrière. Ce qu'on explique, c'est qu'au final, le racisme, c'est une question de pain, c'est une question de pénurie et de répartition des ressources. C'est le fruit d'une colère légitime, la colère de ceux qui n'ont pas assez, qui ne vivent pas correctement, mais qui est détournée vers des boucs émissaires. C'est des préjugés, du coup, qui semblent puissants à ce stade, parce que ce qui les nourrit est très puissant, c'est une colère qui est très profonde, mais qui peuvent passer au second plan du jour au lendemain, dans le cadre de la lutte des classes, avec une perspective de combat contre un véritable ennemi commun. Et ça, je le dis pas sur la base parce que j'en aurais envie, parce que ce serait bien que ça fonctionne comme ça. C'est ce que nous montre toute l'histoire de la lutte des classes. C'est ce que nous montrent toutes les grèves, c'est ce que nous montrent tous les mouvements de masse, c'est ce que nous montrent toutes les révolutions. Après tout, la révolution de 1917, elle a été menée par une classe ouvrière qui n'était pas moins raciste, moins sexiste, moins tout ce que vous voulez que n'est la classe ouvrière française aujourd'hui. Au contraire, en réalité. Les gens à l'époque avaient toutes sortes de préjugés sexistes, antisémites, racistes contre les diverses nationalités, qui sont passés en fait au second plan, quand la lutte est devenue la lutte générale des exploités contre les exploiteurs. Et ce sera le cas aussi avec le développement de la révolution, dans tous les pays où le populisme de droite a l'air très fort aujourd'hui, où le racisme a l'air bien installé. La conscience, elle évolue rapidement. Les masses, elles apprennent par l'expérience. Et donc en période de crise, elles testent les idées, les programmes, les partis et les dirigeants. Elles ont testé massivement les réformistes de gauche, avec une première vague après la crise de 2008. Ça n'a pas été concluant, et donc elle les a assez largement rejetés. Dans cette période, les gens testent de façon massive les populistes de droite. Ils ont testé Trump, Meloni, Milei qu'ils ont mis au pouvoir, on va voir ce que ça donne. Bientôt, ils vont potentiellement se retrouver avec Reform, l'AfD, le RN, Vox, qui pourraient prendre le pouvoir et qui vont être testés au pouvoir. Et on peut d'ores et déjà affirmer que ces dirigeants ne tiendront pas leurs promesses et que ça aura des conséquences terribles du point de vue de la lutte des classes, enfin terribles pour eux. Milei, il avait promis la croissance en Argentine, le pays s'appauvrit massivement. Alors Trump lui a récemment donné un coup de main, il lui a fait un chèque de 20 milliards de dollars pour lui faire gagner du temps sur ce front, mais ça ne suffira pas indéfiniment. Trump lui-même, il a tenu aucune de ses promesses de campagne. Et du coup, sa base, d'ores et déjà, elle se fissure sur la question de l'Ukraine, sur la question de la Palestine, sur la question plus récemment encore de l'affaire Epstein et de toute la corruption en fait de la classe dirigeante américaine. En Italie, la colère contre Meloni, qui a mis du temps à se manifester, elle a fini par exploser avec les manifestations pour la Palestine début octobre. Et en fait, l'expérience des populistes de droite au pouvoir, elle pose les bases pour un nouveau coup de barre à gauche. Les masses finiront par tester d'autres partis, de nouveaux partis. On en voit déjà l'embryon à New York, avec Zoran Mamdani qui a recueilli notamment 9% des voix des électeurs de Trump de 2024, et qui a recueilli 65% des voix des électeurs qui sont hostiles à la fois aux démocrates et aux républicains, sur une ligne apparemment anti-système. Ça nous donne un peu une idée de la musique de l'avenir. Il va y avoir un nouveau coup de barre vers le réformisme à gauche. On en voit aussi des prémices en ce moment, avec ce qui se passe autour des Verts et de Zara Sultana au Royaume-Uni. Les populistes de droite vont finir par s'effondrer, parce que leur popularité, elle est basée sur un mensonge, sur l'idée que les différentes classes de la société auraient des intérêts communs. Pour autant, ils peuvent tenir un certain temps au pouvoir, il ne faut pas exagérer non plus là-dessus, sur la base en fait du manque d'alternatives. Il ne faut pas s'inquiéter si Meloni elle est encore au pouvoir aujourd'hui, si Trump y est encore, etc. Ça prend un certain temps en fait pour rompre la lune de miel entre ces dirigeants et leur base ouvrière. C'est le cas par exemple en Italie, où l'alternative à Meloni, même si les gens sont très en colère contre elle, l'alternative c'est la coalition des partis de centre-gauche qui a mené toutes les attaques austéritaires contre la classe ouvrière et qui sont détestées. En Italie, le mot gauche, ça veut plus ou moins dire austérité dans la tête des gens. Et donc ils sont réticents à se tourner vers la gauche, assez naturellement. Aux États-Unis, tant que les éléments socialistes comme Mamdani ne rompront pas avec le Parti démocrate, ils partageront, dans une certaine mesure, leur discrédit. Et ce sera un frein à leur développement, et ce sera surtout un frein à leur action. Ils risquent de très vite décevoir une fois au pouvoir, tant qu'ils seront liés à l'establishment démocrate. C'est sur cette base d'ailleurs que Trump a pu se faire réélire en 2024, malgré un premier passage au pouvoir. Il a pu expliquer que en 2016, il n'avait pas pu appliquer son programme à cause du deep state, à cause du complot des démocrates, à cause du sabotage par l'establishment. Et il y a des éléments de vérité là-dedans. Donc forcément, ça a prolongé un petit peu sa popularité pour quelques temps. Et le truc, c'est qu'en l'absence d'une alternative plus convaincante, puisqu'en face de lui c'était Kamala Harris en 2024, il a pu revenir. Mais cette fois-ci, le test de Trump au pouvoir il sera d'autant plus brutal. Et de fait, l'opposition à Trump, elle provoque d'ores et déjà des mouvements vers la gauche, dans cette couche importante de la jeunesse américaine, dont nos camarades essaient de recruter les meilleurs éléments aujourd'hui. Trump, d'ailleurs, il leur facilite la tâche en traitant tous ses adversaires de communistes.
et Kamala Harris a fait la même chose puisqu'elle a traité Trump récemment de dictateur communiste. Bah, ça veut dire qu'un communiste, globalement aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est détesté à la fois par Trump et par Harris. C'est plutôt séduisant. Meloni et Milei, pareil, ils qualifient leurs adversaires de communistes. Ça finira par se retourner contre eux de façon assez spectaculaire. Il y a eu une mobilisation de masse pour la Palestine avec 2 millions de manifestants en Italie. Ça indique la tempête qui arrive, le bouillonnement qui est là dans les masses. Il se forme d'ores et déjà une couche à gauche qui est motivée par l'envie de combattre ces réactionnaires. Et c'est ça que craint la bourgeoisie. Et c'est pour ça qu'elle est réticente aussi à laisser les clés aux populistes de droite. Parce qu'elle sait que l'opposition à ces populistes de droite peut se cristalliser très très à gauche et peut menacer le système tout entier. Ils ont encore un souvenir assez récent du mouvement Black Lives Matter contre Trump, qui l'a forcé à se terrer dans un bunker et qui a mis en danger les institutions de la bourgeoisie elle-même. Ils ont en tête plus récemment les mobilisations importantes de travailleurs en solidarité avec les sans-papiers qui se faisaient déporter par la police, par l'ICE, la police de l'immigration aux États-Unis. Et puis ils ont en tête, ils voient d'ores et déjà l'ampleur de la résistance en France contre les contre-réformes de Macron. Ils savent que si on mettait Le Pen à la place, ça cristalliserait quelque chose d'encore pire et probablement d'encore plus violent, d'encore plus profond dans la société. Et donc en tout cas, de fait, il y a une couche importante qui veut lutter contre l'extrême droite et qui même parfois se politise par ce chemin-là. Sauf que ces gens, j'en parlais au début, ils ont toutes sortes de confusions. Toutes sortes de confusions qui sont entretenues en fait, par les idéologues bourgeois et petits bourgeois de la gauche réformiste et sectaire. L'idée qu'il y aurait un risque de fascisme, une fascisation, des sauts bonapartistes, ou que ces gens seraient motivés par le privilège blanc, etc. Toutes ces théories fumeuses empêchent de voir clair et donc de lutter correctement. Quand vous ne connaissez pas votre ennemi, vous ne pouvez pas le combattre efficacement. Pour combattre les populistes de droite, ce qu'on explique, c'est qu'il faut offrir une alternative radicale à gauche, qui soit capable de remplir le vide et de donner une expression organique à la colère de la classe ouvrière. A l'inverse, les politiciens de l'establishment, je le disais tout à l'heure, ils agitent la peur du fascisme pour piéger l'avant-garde. Ils disent c'est pas le moment pour les réformes, il faut sauver la démocratie. Ils nous mettent dans le piège du Front républicain. Sauf que ces gens-là, ils ont créé le RN, ils ont nourri le racisme en permanence, puis ensuite ils prennent la gauche en otage et lui disent c'est nous ou c'est le fascisme. C'est sur ce chantage-là que Macron s'est fait élire et réélire plusieurs fois, qu'il a acheté du temps. C'est aussi sur cette base-là que Mélenchon a ressuscité le PS, en cédant à la pression de la bourgeoisie. Et donc on dit il faut sortir du piège du Front républicain et de l'union de la gauche. Il faut sortir avec des alliances avec les partis bourgeois et réformistes de droite. Mais ce piège, il prend aussi une autre forme. Il y a une autre forme de Front républicain dont on parle moins, mais qui est tout aussi importante et qu'il faut combattre de la même manière. C'est que la gauche bourgeoise et les populistes de droite, ils se mènent aussi une guerre culturelle autour de la question des oppressions, autour de la question de l'environnement, autour de la question de la démocratie. Ce conflit, il se polarise entre, d'une part, les féministes, d'autre part, les masculinistes, entre les décoloniaux et les racistes, entre les militants queer et les LGBT-phobes. Et c'est réduit, finalement, toutes ces questions sont réduites à un choix moral, au-delà des questions de classe, comme une sorte d'autre clivage, finalement, qui transcenderait les autres clivages, qui transcenderait les clivages de classe, qui serait l'autre clivage qui divise la société, qui serait même le plus important à ces stades. Et donc l'avant-garde ouvrière, elle est sommée de se ranger du côté des soi-disant progressistes, dans le camp du bien, contre les défenseurs de l'oppression. Sauf que les méthodes de la gauche bourgeoise et petite bourgeoise pour soi-disant combattre l'oppression, que ce soit la théorie des privilèges, la théorie queer, le postcolonialisme, l'intersectionnalité, etc., ça n'est pas adapté, ça ne fonctionne pas pour mettre fin aux oppressions. C'est de simples postures morales, abstraites, tournées vers un petit milieu militant, et donc on les rejette fermement sur cette base-là. Ça, on le dit, on l'explique, et la plupart des camarades le comprennent, mais il est tentant, malgré tout, de se ranger derrière un moindre mal, de se dire, ok, on n'est pas d'accord avec les intersectionnels, etc., mais au moins, ces gens ont l'air hostiles à l'oppression, et ceux d'en face, ils veulent nous retirer des droits, donc le débat est vite tranché. Sauf qu'en fait, ces théories-là, c'est pas des théories de défense des opprimés. Elles desservent profondément la lutte contre les oppressions, parce qu'elles divisent la classe ouvrière sur des lignes identitaires au nom des soi-disant privilèges des uns et des autres. Alors que ce qu'il faudrait, ce serait l'unifier contre l'ennemi commun de tous les opprimés, qu'est le système capitaliste. Et donc les communistes participent à toute forme de lutte contre les oppressions, défendent toute forme de réforme qui puisse améliorer la condition des couches opprimées de la société et luttent contre toute forme de contre-réforme qui irait attaquer ces conditions, parce que ça divise la classe ouvrière, mais ils le font sous leur propre drapeau. On le fait sans aucune concession idéologique à l'aile gauche de la bourgeoisie, parce que l'aile gauche de la bourgeoisie n'est pas notre allié, c'est un ennemi réactionnaire au même titre que les populistes de droite. Nous, on ne lutte pas contre le racisme, contre le sexisme, contre l'LGBT-phobie, etc., au nom de telle ou telle norme morale abstraite, mais parce que ces préjugés divisent la classe ouvrière. Et donc, on ne choisit pas de camp dans la guerre culturelle entre les deux ailes de la bourgeoisie. On leur mène une guerre de classe à toutes les deux. Dans ce domaine aussi, du coup, on rejette le Front populaire, le Front républicain, l'union de la gauche, etc., c'est-à-dire les alliances avec les courants bourgeois. Donc voilà pour ce que sont dans les grandes lignes le populisme de droite, ses ressorts et la méthode efficace pour le combattre et du coup les méthodes inefficaces pour le combattre.
On voit que la définition et l'usage de ce concept sont inséparables de l'exposition de nos perspectives, en fait, et c'est ce qu'on doit mettre en avant. Il ne faudrait pas non plus faire une image trop arrêtée de ce que serait le populisme de droite, en général, indépendamment du contexte historique dans lequel il intervient. Il ne faut pas avoir un schéma un peu trop précis ou des cases à cocher. Il faudrait cocher toutes les cases, sinon c'est pas du populisme de droite. C'est une mise en garde que faisait déjà Trotsky dans les années 30, à propos pour le coup du fascisme et du bonapartisme, où il disait, je cite, c'est vachement intéressant, c'est toujours très pertinent comme citation, « Au cours des périodes de conflits sociaux aigus, de tournants politiques rapides, de changements brusques dans la situation, les conceptions et les généralisations politiques s'usent rapidement. C'est précisément au cours de telles périodes que ça manifeste nécessairement toutes sortes de situations transitoires, intermédiaires, et une foule de combinaisons qui bousculent les schémas habituels et exigent doublement une attention théorique soutenue. En un mot, si dans une époque de développement pacifique et ordonné, on pouvait encore vivre sur le revenu de quelques abstractions toutes faites, à notre époque, chaque événement nouveau nous enfonce dans la tête la loi la plus importante de la dialectique. La vérité est toujours concrète. Donc il faut éviter de se faire un modèle trop précis, trop exclusif de ce qu'est un populiste de droite. Les concepts ne nous dispensent pas et ne doivent pas nous dispenser de penser. Par exemple, la chronologie n'est pas la même partout. Les Le Pen, ils ont commencé à avoir du succès dans la classe ouvrière bien avant la crise de 2008, dès les années 80 en vrai. Par ailleurs, on retrouve des éléments similaires au populisme de droite de Meloni, de Salvini ou de Le Pen chez des politiciens de droite plus traditionnels, comme Feu Berlusconi, comme Sarkozy ou comme Retailleau aujourd'hui, qui ne sont peut-être pas nominalement des populistes de droite, mais qui en partagent certains traits. Il y a des éléments similaires aussi à la démagogie des populistes de droite, dans la trajectoire de partis un peu plus étranges, un peu plus étonnants, comme le mouvement 5 étoiles en Italie, qui a pu partager certains traits avec le populisme de droite, ou comme la tentative de Sarah Wagenknecht, une dirigeante de gauche en Allemagne, de créer un parti de gauche anti-immigration en Allemagne, qui a capoté aux dernières élections. Bref, la vérité est toujours concrète, et donc avant de se lancer dans des définitions et des analogies, il faut toujours commencer par étudier, par décrire les phénomènes eux-mêmes et le terrain sur lequel ils apparaissent. C'est pour ça que l'étude du populisme de droite, elle est inséparable de l'étude du capitalisme en crise, de l'étude de son état, de la crise de son état, et de l'étude de la situation dans le mouvement ouvrier et de la trajectoire des différents courants réformistes. Si on comprend ça, on sera armé, on sera capable de s'orienter et ne pas se laisser surprendre. On ne sait pas de fait de quel phénomène politique bizarre l'avenir pourrait être fait. Et donc l'important, c'est de se saisir de la méthode, plutôt que de s'en remettre à de simples analogies. C'est ce qui fait la force de la méthode marxiste, et c'est ce qui a permis à notre internationale de s'orienter jusqu'à présent avec le succès qu'on connaît.